Bienvenue sur Ici Éco. Des sources de la Banque du Liban ont affirmé que malgré les récentes tensions sécuritaires, la Banque centrale est toujours capable de contrôler le taux de change de la livre libanaise par rapport au dollar. Elles ont ajouté que la BDL a récemment réussi à collecter des dollars, renforçant ainsi la position de la livre libanaise. Toujours selon les mêmes sources, l'escalade a touché l'économie dans son ensemble. Les réserves en devises de la Banque du Liban ont enregistré une augmentation soutenue depuis le 1er août 2023. Les chiffres révèlent que les réserves liquides en devises étrangères de la BDL ont poursuivi leur croissance, passant de 8 573 millions de dollars fin juillet 2023, date de la prise de fonction de la nouvelle direction de la BDL, à 9 900 millions de dollars fin juin 2024, avec une croissance mensuelle moyenne de 120 millions de dollars. Les chiffres obtenus jusqu'à mi-juillet montrent que ces réserves ont atteint environ 10 277 millions de dollars, soit une augmentation de près de 1 707 millions de dollars en moins d'un an. Les dernières statistiques de la BDL montrent que le volume de la monnaie en circulation en dehors de la BDL a diminué à peu près à 60 000 milliards de livres libanaises fin juin 2024, soit l'équivalent de 675 millions de dollars, ce qui représente environ 7% des réserves liquides en devises de la BDL au taux de change de 89 500 livres libanaises par dollar. Durant cet épisode, nous nous pencherons sur les conséquences prévues des tensions sécuritaires sur les secteurs économiques et le taux de change. Ainsi, nous nous pencherons sur l'actualité économique avec le chercheur en finance et en économie, le professeur Maroun Khatir. Professeur, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci, Brice. Donc, commençons directement par les conséquences prévues d'une escalade possible des tensions au niveau sécurité. Avant de commencer, si vous me permettez, j'aimerais bien passer ou bien rendre hommage aux âmes des victimes de l'explosion du port de Beyrouth et de passer un message de solidarité avec les blessés qui continuent à souffrir et aussi de saluer l'effort des parents et des proches qui attendent, comme tous les Libanais, la justice. Espérons. Concernant l'escalade prévue de la situation au sud du Et les Liban, voire au conséquences sur les Liban. différents secteurs, au niveau économique, au niveau financier, au niveau... Regardez, le Liban, c'est un pays qui souffre sur le plan économique, sur le plan sanitaire, sur le plan social. C'est un pays qui ne possède aucun atout d'attraction concernant les investissements potentiels et par suite, les conséquences sont des conséquences qui vont toucher très directement le vécu des Libanais, que ce soit du côté de la santé, du côté de l'alimentation, du côté du vécu. Surtout que le Liban, c'est un pays qui fonctionne maintenant sur les perfusions financières ou bien sur les transferts qui proviennent, que ce soit par les Libanais à l'étranger ou par certains secteurs qui participent au flux entrant comme le tourisme. Et par suite, les conséquences directes, ce sont des conséquences qui vont toucher directement ces secteurs, spécialement le tourisme, et après quoi, les exports qui continuent à trouver leur chemin pour faire entrer de la monnaie. Et par suite, si on regarde un peu vers la perspective de ce qui va venir, on voit que ça va être un prolongement plus dur et plus pénible par rapport à ce que nous vivons maintenant. Mais stratégiquement, il ne pourrait pas avoir des impacts qui sont très effrayants. C'est parce que le pays, il va déjà dans ou bien vers un destin qui est inconnu, vers un destin qui n'est pas très clair. Et par suite, moi, j'espère qu'on ne va pas attendre le pire. J'espère qu'il va y avoir quelque part un point d'inflexion qui va nous prendre vers le meilleur. Si nous exposons les différents scénarios au niveau de croissance économique pour 2024, donc nous parlons de récession, nous parlons de contraction, nous parlons d'une croissance zéro, donc ou bien vous ne soutenez pas l'idée qui dit que non, on ne peut pas présenter aujourd'hui des scénarios possibles puisque l'économie, ou bien la majorité aujourd'hui de l'économie, est une économie de cash.
Oui, c'est vrai, vous êtes économiste, je suis académicien, professeur d'université, et nous deux, on n'accepte pas de violer, entre guillemets, la théorie, Mm. et pas suivre dans un pays qui ne possède pas une balance de paiement, qui ne possède pas un budget proprement dit, qui ne possède pas des chiffres, et qui fonctionne à travers l'économie du cash. Mm. Comment est-ce qu'on peut nous permettre de dire que c'est un pays qui peut montrer une certaine croissance économique ou que c'est un pays qui va vers le mieux. Mm. Le fait qu'on n'ait pas de budget, le fait qu'on n'ait pas de balance de paiement, ça veut dire qu'on n'a pas les requis ou bien les prérequis pour décider de la Mm. croissance économique, pour décider de ce que va être l'économie les prochains mois. Et par la suite, nous sommes une économie qui fonctionne d'une manière aléatoire, d'une manière qui est primaire, d'une manière où il y a beaucoup de points d'interrogation quant à je veux dire, quant à la compliance, ça veut dire Mm. quant à la conformité des règles internationales, spécialement ceux du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Et là, dans ce cadre vraiment ambigu, moi, je ne me permets pas de dire que le pays, il peut montrer une croissance économique ou une récession ou quelque Mm. chose d'autre. Moi, je dis que c'est un pays qui fonctionne d'une manière anarchique, c'est un pays qui a besoin d'urgence de mesures qui peuvent le prendre et le remettre sur un bon plan afin qu'il revienne un jour un pays. Mais le Premier ministre sortant, Najib Mikati, avant octobre 2023, parlait d'une croissance économique possible, tout en prenant en considération l'économie parallèle. Peut-être il fait partie d'un clan économique ou bien d'une école économique que je ne connais pas et que vous ne connaissez pas d'ailleurs vous-même. Et peut-être il a des jurisprudences économiques qui sont très poussées. Moi, j'aimerais bien, si jamais un jour il peut publier ce qu'il a. Comme ça, on peut peut-être prendre en considération et discuter pour voir si cette école économique, elle mérite d'être intégrée dans les programmes. Comme ça, le Liban aurait une contribution via lui à l'économie, à la micro et à la macroéconomie. Revenons à l'agence de notation Fitch Rating qui a maintenu le Liban en défaut restreint de paiement, donc RD, sur sa dette publique de long terme en devises étrangères. Conséquence au défaut de paiement des euro-obligations arrivées à échéance le 9 mars 2020. Donc voilà, encore une fois, le Liban est en train de payer la facture du défaut de paiement. Oui, mais c'est normal. Le jour où le cabinet Donc, Diab a décidé de ne pas payer, on avait suffisamment d'argent pour payer. Et ce jour, il fallait payer. oui, il fallait, décidément, il fallait payer parce que là, les conséquences du non-paiement, c'est l'isolation, entre guillemets, du Liban des marchés internationaux. Et cette isolation, elle est très coûteuse, beaucoup plus coûteuse d'ailleurs que les swaps ou bien que le fait de trouver une solution. Mais le fait de décider de ne pas payer, sachant que les négociateurs avec les gens qui détiennent les eurobonds ou avec toute la société internationale sont des négociateurs qui sont très mauvais, sont des négociateurs qui sont vraiment nazes. Il fallait bien décider de payer plutôt que d'aller donner ou bien d'aller, je veux dire, faire confiance à ces gens pour négocier au nom du Liban. Mais le classement de Fitch, c'est un classement de prolongement, moi je vois. C'est un classement de prolongement qui confirme ce que j'étais en train de vous dire tout au début de cet épisode, que le Liban, c'est un pays qui ne possède pas des chiffres. Et ça paraît très nettement dans le rapport de Fitch qui dit qu'ils sont incapables de donner une note au Liban. C'est ça, parce que l'agence aussi de notation a révélé qu'elle allait retirer les notes du Liban parce que le Liban, ou bien parce que l'agence ne dispose plus d'informations suffisantes pour maintenir les notes en raison de l'indisponibilité de certaines données clés. Mais le ministre des Finances, le bureau du ministre des Finances, est sorti dire que non, l'agence n'a pas présenté une demande pour accès ou bien Regardez. pour pouvoir recevoir les informations et Là, il y a deux facettes, il y a deux volets. Le premier, c'est le fait de retirer la note. Ça veut dire que la note, elle est maintenue. Ça veut dire le Liban, il va rester RD jusqu'à nouvel ordre. Le fait de... Alors, le discours du ministre ou bien du ministère des Finances, il est vraiment honteux, je veux dire, moi, parce que là, le fait qu'un pays, il publie pas ses données sur ses sites Internet,
c'est honteux en 2024. Lorsque vous avez un pays, lorsque vous avez une SAL, pas un pays, Mais parce que une société. parce que le ministère a bien mentionné que le ministère n'a pas reçu une demande donc de recevoir Mais il n'y a pas besoin de pour demande. recevoir ces informations-là. Lorsque vous voulez regarder les chiffres de la France ou Mm. bien les chiffres de la Belgique ou C'est les toujours chiffres publié. d'un pays, Certainement. alors vous allez sur le site internet et vous pouvez avoir accès à ces chiffres. Alors il n'y a pas de demande formulée pour avoir les chiffres d'un pays. Mm. Et le fait de ne pas avoir les chiffres d'un pays vaut mieux pour moi de ne pas dire ce qui a été dit et de rien dire. Mm. Parce que là, on sait bien ce qu'on est, on sait bien ce qu'on a. Et par suite, c'est normal qu'on n'ait pas de chiffres. Alors même, la question, elle est la suivante, Maurice. Même s'il formule Fitch, qu'est-ce qu'il va donner à Fitch, lui? S'il n'a pas de budget, s'il n'a pas de balance de paiement, s'il n'a pas de frontières contrôlées, s'il n'a pas de compte Avec la d'erreur et contrebande, d'omission. avec donc tout ce qui se passe sur les frontières, avec Mais moi, je vais renverser la question et dire, si Fitch a présenté une demande, qu'est-ce qu'il allait donner, lui? Quel chiffre il allait donner? Et c'était quoi, je veux dire, la crédibilité de ces chiffres qu'il allait donner? Donc même si le ministère va présenter des chiffres, Ça, c'est du n'importe quoi. Le fait que vous voyez ouais. un truc qui est publié par le ministère des Finances disant qu'on n'a pas reçu de demande, ça, c'est du n'importe quoi. Vaut mieux ne rien dire. Il y a tout le monde qui connaît. Il y a tout le monde qui connaît le Liban par cœur. Alors, vaut mieux ne pas dire des choses qui sont... C'est par ignorance ou c'est planifié, vous pensez? Non, je crois pas que c'est par ignorance. Vous croyez, il n'y a pas des... Tout ce qui s'est passé depuis 2019 était planifié, vous Ceux pensez? qui ont gouverné le Liban à travers les décennies, ils ne sont pas des débiles. Ils sont des intelligents qui utilisent leur intelligence d'une manière qui est dérogatoire. Donc vous êtes même convaincu que le défaut de paiement et les conséquences C'est aussi sûr. prévues étaient planifiées? Sinon, pourquoi ils n'ont pas négocié avec les déteneurs des eurobonds jusque-là? Quel a été le coût? Un pays en désastre, Mm. qui continue en désastre, avec une relance qui devient de plus en plus difficile avec le temps qui passe. Parce que le fait de ne pas agir d'une manière immédiate lorsque vous avez une crise qui est de la sorte, ça fait que l'aggravation de la situation, c'est une aggravation qui se fait par seconde et pas par heure, ni par jour, ni par année, ni par... Quelles seront les décennie. conséquences de la décision qui a été prise par Fitch au niveau des investissements, au niveau donc C'est comme si vous avez un corps qui a été déclaré comme mort, ou bien qui est dans un coma qui est très profond, et vous êtes en train de lui dire mais vous bougez pas. Alors vous bougez pas, c'est une conséquence qui est normale de la situation qui est là. Et par suite, le classement de Fitch, moi je vois qu'il y aurait plus de classements qui sont moindres pour le RD. moment. Alors, ce qu'on attend, nous, c'est d'avoir un jour une question qui est aussi renversée. Alors, quels seraient les impacts positifs d'un classement, d'un surclassement par rapport à RD sur le Liban, sur les Libanais, sur l'économie libanaise? Mais pour le moment, mais sans plan aujourd'hui de restructuration, sans plan de relance, sans décision politique. Donc, comment Regardez, s'attendre à une amélioration de la note du Liban? Maurice, le gouvernement qui est incapable de décider la guerre ou la paix, c'est un gouvernement qui est incapable de décider de l'économie. Alors il faut être très franc. Lorsque vous êtes devant un cabinet qui ne peut rien faire quant à la stratégie du pays, quant aux décisions souveraines du pays, et vous voulez de ce même cabinet qu'il décide de l'économie du même pays, c'est impossible. C'est impossible. L'économie, c'est un prolongement de la souveraineté. Lorsque vous avez la souveraineté, vous avez la justice, vous avez la loi, vous avez les frontières, vous avez l'économie. Si vous n'avez rien de tout ça, alors vous n'avez rien. Vous n'êtes pas un pays. Vous êtes des gens qui subissent les décisions des autres. Et par suite, nous sommes un peuple qui subit l'inexistence d'un gouvernement. C'est parce qu'il y a tout le monde qui subit la décision des autres. Donc vous êtes convaincu qu'il n'y a pas de solution économique avant de résoudre le problème politique? Je suis le premier qui l'a dit. Ça fait déjà 4 ans que je le répète. Je l'écris et je le dis. La crise du Liban, elle n'a jamais été une crise financière, ni une crise économique. C'est une crise politique. Et si jamais la solution, elle n'émane pas de la politique, il n'y a pas de solution pour le Liban. C'est politique ou bien c'est devenu aujourd'hui structurel?
Non, c'est politique, c'est parce que le clientélisme politique à travers les années, il a fait que les gouverneurs, en leur personne, certainement, deviennent les oui. substituts de Mais l'État. aujourd'hui, il faut remettre. Mais vous pensez pas que aujourd'hui, donc, on est devant, ou bien il faut remettre en question tout le système libanais? Non, il faut commencer par ce qui est le Ah, plus simple, hum, c'est changer les types, les modèles, les mauvais modèles, hum. et avoir des modèles qui sont meilleurs, et essayer de faire rouler le système qui existe, parce que la vérité, c'est qu'on ne sait pas si le système il est mauvais ou il est bon, Qui c'est prend parce les qu'il n'a décisions? jamais été Oui, mais qui utilisé. prend les décisions aujourd'hui au Liban? Qui prend la décision, vous voulez dire quoi? Au niveau politique. Ce n'est pas le Ok, gouvernement ah. politique, c'est des partis politiques, Hum, que ce soit civils ou militaires, qui prennent la décision, hum, que ce soit du côté civil ou du côté militaire. Et hum, ça, ce n'est pas un secret, ça. hum, Il n'y a pas de gouvernement. Ça, c'est des partis qui prennent la décision. hum. Dans le côté civil, il y a des gens qui la prennent, et dans le côté Hum. militaire, il y a des gens qui la prennent. Revenons à la guerre. Donc, quels seront les coûts à payer? Et qui va payer ces coûts? La guerre, La ça veut facture, dire qui va? l'historique, Non, pas non, la aujourd'hui, non, tout ce qui s'est continuité. passé aujourd'hui, Alors, donc c'est depuis depuis le octobre 7 2023, octobre, vous oui, voulez dire. certainement. Moi, Et si, nous sommes devant peut-être une escalade des tensions. Donc, on espère que non, mais bon, ça fait déjà 10 mois presque qu'on est bombardé qui va payer la par facture? l'ennemi israélien qui fait des bombardements qui vont vers le nord, alors qui s'éloignent petit à petit de la frontière. Il y a des pertes qui sont... Alors, regardez, même on n'a pas un chiffre de perte qui est précis parce qu'il n'y a pas accès à la région pour les médias. Mais Ouais. bon, on a une estimation de 2 à 3 milliards de dollars de pertes. On a besoin d'un plan de restructuration, un plan énorme. Et on aurait préféré utiliser les 2 milliards de dollars pour faire l'infrastructure pour ces régions et pour d'autres régions afin de relancer l'économie. Maintenant, on reconstruit les maisons des gens qui ont été détruits par l'ennemi israélien. Alors, qui va payer? C'est les Libanais. Il y a des gens qui décident à leur place et ce sont eux qui reconstruisent ce qui a été abattu et démoli par l'ennemi israélien. Et par suite, on ne peut pas continuer comme ça. Le pays, il a besoin d'une décision qui émane, qui relève de tous les Libanais, sans aucune exception. Alors, moi, je ne dis pas qu'il faut isoler ou éloigner quelqu'un de la décision du pays, mais il faut avoir un pays, des institutions, un cabinet, un président et une décision qui est nationale. Lorsqu'on a une décision nationale, il y a tous les Libanais qui vont accepter ce qui a été décidé, il y a tous les Libanais qui vont assumer les conséquences de ce qui a été décidé. Mais le fait qu'on soit des gens qui veulent ou qui ne veulent pas, des gens qui sont pour ou qui sont contre, et en fin de compte qu'on soit des gens qui paient sans avoir recours le prix de ce qui a été décidé, Et vous venez à la fin nous dire, ça fait pas un pays vous devez avec le payer temps. la facture. Mais c'est nous qui payons la facture d'ailleurs. Mais toute la facture, elle est payée par les gens qui croient en les institutions, en le Liban comme on l'imagine dans notre tête. Mais ce n'est pas seulement question de guerre. Mais c'est qui paie les factures d'électricité? C'est qui paie l'impôt? C'est qui paie les douanes? C'est qui paie tout? Ce sont les gens qui sont sous la loi. Donc voilà, est-ce Voilà. que le Liban aujourd'hui peut supporter une nouvelle guerre? Non, il ne peut pas supporter, décidément, il ne peut pas supporter. Mais ce qui est plus intriguant que ça, c'est que le Liban, il est incapable de franchir avec la paix la période actuelle. Comment alors avec une guerre qui coûte cher? Comment alors avec des gens qui meurent? Alors, tous les gens qui meurent sont des Libanais pour moi. Moi, je ne veux pas des gens qui meurent, je veux des gens qui vivent. Je veux un pays qui va de plus en plus vers la sérénité, vers le mieux, et pas un pays qui va vers la guerre. Moi, je ne crois pas en la guerre. Moi, je crois en la paix. Je veux vivre la paix, moi et mes enfants et toute ma famille. Les dernières statistiques de la BDL montrent que le volume de la monnaie en circulation en dehors de la BDL a diminué à 60 000 milliards de livres libanaises fin juin 2024, soit l'équivalent de 675 millions de dollars, ce qui représente environ 7% des réserves liquides en devises de la BDL au taux de change de 89 500 livres libanaises par dollar. Donc, comment la Banque centrale peut continuer à stabiliser le taux de change sur le marché parallèle? Vous savez bien que l'atout du nouveau mandat,
à la BDL. C'était ce qu'a commencé Riyad Salemi avant son départ, c'est le fait de collecter toute la masse de livres libanaises, de la mettre dans les armoires de la BDL. Et lorsque le gouverneur Mansour il a pris ses fonctions, alors il a continué avec la même, je veux dire, la même lignée, sauf qu'il a arrêté Sayrafa et il a mis en suspens le marché de l'offre et de la demande. Et par suite, c'est normal de voir c'est normal. Il y a un effort qui a été mis pour contrôler la masse en livres libanaises, mais en contrepartie, vous avez un suspens, comme je vous l'ai dit, de l'offre et de la demande. Et par suite, le marché, il est mis en freeze mode. Et ça fait qu'en contrepartie, lorsque vous avez des impôts qui se paient en livres libanaises beaucoup plus qu'avant, lorsque vous avez des flux entrants du tourisme durant la période de l'été, lorsque vous avez les transferts qui se font par les étrangers, c'est normal d'avoir une certaine stabilité, mais ce qui est vraiment dangereux, c'est qu'on ne peut pas savoir cette stabilité qui n'est pas économique, qui n'est pas monétaire, qui n'est pas véritable, combien de temps elle peut durer. Et par suite, les problèmes sécuritaires peuvent avoir tôt ou tard des impacts négatifs sur cette stabilité. Et dans ce cas, on va avoir tout le système, je veux dire sanitaire, la couverture de santé, la couverture sociale et le vécu des Libanais qui va être à nouveau menacé. C'est pour cela que pour moi, on ne supporte pas la guerre. D'ailleurs, on ne veut pas la guerre, on veut des solutions, on veut un État, un pays qui nous ressemble à nous. Dans un autre contexte, des questions subsistent quant à l'avenir du taux de change bancaire en dollars, connu sous le nom de l'EULAR, alors que des discussions ont lieu sur une possible augmentation du taux de 15 000 livres à 25 000 livres libanaises par dollar. Est-ce qu'il faut augmenter le taux de change du dollar bancaire ou bien du l'EULAR? Il n'y a pas de oui ou de non ici. C'est parce que ni 89 500 est un taux de change qui reflète l'économie du Liban, ni 15 000 bien sûr est un taux de change qui reflète la justice pour les déposants, ni 25 000. Le problème, c'est qu'on est devant une situation qui est vraiment atypique. Économiquement et monétairement, on est incapable de déterminer le taux de change réel. Le fait de passer de 15 à 25, ça a certainement un impact positif sur les déposants qui peuvent retirer avec un peu plus de marge. Donc on est en train de diminuer le taux de haircut. Entre 25 et 89 500, c'est trop grand. Ouais. Et entre 15 et 89 500, c'est trop grand. Mais moi, j'ai une préoccupation ici, c'est qu'il y a pas mal de commerçants, je veux dire de chèques, des acheteurs et de vendeurs de chèques, qui sont en train de collecter les chèques maintenant pour les vendre à 25 000 lorsque le taux il va augmenter. Moi, je crois qu'une certaine décision d'augmenter de 15 à 25, ça peut permettre à ces gens de faire beaucoup d'argent. Et ça peut permettre aux déposants d'avoir de l'argent d'une manière qui est beaucoup plus modeste. C'est pour cela, moi, je vois que ça ne vaut pas le coup de passer de 15 à 25, mais ça vaut le coup à tout moment de trouver une solution à la situation, aux banques, aux déposants, mais avant à la politique, avoir un président, avoir un gouvernement, avoir un pays, avoir une décision souveraine, avoir un Liban comme on le veut. Donc, dire souveraineté, c'est dire, pour vous? Souveraineté, ça veut dire décision, ça veut dire institution, ça veut dire président, ça veut dire cabinet. Ça veut dire solution économique. Ou ça veut dire économie, mais bien sûr. Bien voilà, le chercheur en économie et en finance, le professeur Maroun Khatel, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. À moi aussi, merci beaucoup. Bien voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Au revoir.